Bonjour et bienvenue autour des livres. Peut-on avoir toujours raison ou presque ? Le fait d'avoir raison ou pas n'est pas qu'une affaire raisonnable. Les affects sont autant concernés que la pensée rationnelle y est impliquée. Le corps et l'esprit sont tous deux de la partie, et c'est ainsi qu'avoir toujours raison ou presque nous importe autant, car c'est notre être dans sa totalité qui s'y trouve engagé. Ceci explique peut-être qu'il soit si difficile de reconnaître d'avoir tort, jusqu'à parfois, pour ne pas dire souvent, préférer se maintenir dans l'erreur que de se corriger. Avoir toujours raison, ou presque, n'est pas non plus vécu de la même façon au travail ou au domicile. Avoir raison dans l'exercice de son métier alimente la reconnaissance de ses pairs concernant ses compétences, son professionnalisme, son crédit. Ou alors s'agit-il d'asseoir un peu plus un pouvoir hiérarchique ? Dans l'intimité, on cherche plus à avoir raison ensemble lorsque l'on partage son existence, ou bien est-il question de dominer celui ou celle avec qui l'on vit ? Avoir toujours raison ou presque n'est pas non plus qu'une histoire entre individus. Peut-on aussi avoir toujours raison ou presque à propos du monde lorsqu'il s'agit de l'interpréter ? La réponse à cette interrogation présente un enjeu fort, puisqu'il y est question de notre rapport au réel, notamment lorsqu'il s'agit de désigner ce qui est vrai ou faux. Alors, peut-on avoir toujours raison ou presque ? Certainement que non. Cela est même impossible. Mais aussi est-il préférable de ne pas avoir toujours raison ou presque ? Je vous propose dans ce nouvel épisode de comprendre pourquoi, et de vous donner quelques repères pour se préparer à avoir raison, mais attention, toutefois, ceci sans certitude. Je peux connaître le monde, c'est-à-dire m'en faire une représentation conforme à ce qui est, en partie seulement. Ne confondons pas la connaissance avec la vérité. Ce qui est vrai correspond exactement en tout point à ce qui est. Il s'agit là plus d'une correspondance que d'une connaissance. Nous pouvons certes connaître le réel, nous en faire une idée précise, scientifique, vérifiable, démontrable, mais nous ne pouvons jamais correspondre à ce qui est en atteignant les choses pour ce qu'elles sont en soi. Il faut nous contenter de les représenter et non de nous y fondre. Il y a toujours une distance, une relation, un rapport entre le réel et nous-mêmes qui nous empêche d'avoir totalement raison. La connaissance et la vérité sont ainsi différentes. La première n'épuise pas la seconde. Pour autant, il ne saurait y avoir de connaissance sans vérité, mais celle-ci reste finalement partielle. La vérité ne se donne jamais en totalité. Toute connaissance comporte une part de frais, sinon il s'agit d'une opinion, d'une croyance ou bien d'une illusion. À propos du monde, on le connaît plus à partir de ce qui est faux pour en déduire ce qui est vrai, au lieu que d'atteindre directement la vérité. La science fonctionne en effet de la sorte, et scientifique ce qui est réfutable avec l'expérience. Sinon, ce n'est là que théorie qui jamais ne se traduit par une réalité concrète. Peut-on dès lors dire que l'on a toujours raison ou presque, sous prétexte que rien, absolument rien, ne puisse contredire ce que l'on affirme ? À l'évidence, non. On peut au mieux avoir raison à un moment particulier, avec la possibilité d'avoir tort plus tard, une fois que l'expérience est en mesure de saisir notre affirmation. À propos du rapport que l'on entretient entre la vérité, la connaissance et la croyance, je retiens volontiers la proposition que formule le philosophe français du XIXe siècle, Jules Lequier, et qui est la suivante, je le cite, « Lorsqu'on croit de la foi la plus ferme que l'on possède la vérité, on doit savoir que l'on croit, non pas croire que l'on sait. » Avoir toujours raison ou presque est également ce qui nous anime dans nos relations avec autrui. Il peut s'agir d'avoir raison ensemble,
Et la forme la plus complète et aboutie de cet accord est, me semble-t-il, l'amour. Parce que nous aimons une personne, nous avons toujours raison de partager notre vie avec elle. Toutefois, l'amour n'a rien d'absolu. Il change, il évolue, et parfois il s'érode. J'ai toujours raison d'aimer quelqu'un lorsque nous nous accordons si bien, mais cette relation n'a jamais rien de définitif. Nous pouvons demain avoir tort de poursuivre une relation que l'on espère pourtant amoureuse, alors que celle-ci est devenue sans issue. Avoir toujours raison ou presque renvoie aussi à une posture que l'on recherche ou que l'on maintient une fois face à un contradicteur. C'est vouloir l'emporter immanquablement lorsque le débat s'installe, ceci parfois quel que soit le prix à payer. Cette forme de jusqu'au-boutisme conduit au sophisme. Dès lors, ce qui importe n'est plus ce qui est, mais ce qui apparaît vraisemblable. Seule l'apparence prévaut avec le sophisme pour dominer, moins pour convaincre. Il n'y est plus question d'avoir toujours raison ou presque, mais plutôt de l'emporter contre toute contradiction. Ce n'est pas avoir toujours raison ou presque que de dominer sans partage. Évitons dès lors de tomber dans le sophisme pour se concentrer plutôt sur les conditions à réunir pour avoir raison sans toutefois transformer le débat en combat. Premièrement, considérons que débattre n'est pas sans émotion et qu'ainsi il n'est guère possible de convaincre sans un minimum d'intelligence émotionnelle. Anticipons donc les situations à risque pouvant générer des réactions épidermiques pour se préparer à les maîtriser. Tout comme soyons attentifs durant l'échange à l'état émotionnel de notre interlocuteur afin d'adapter son discours en conséquence. Ensuite, il faut être prêt à débattre en construisant à l'avance son argumentaire. Il faut du fond pour avoir raison et également de la forme. Comme le formule Victor Hugo, je le cite, « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. » Fin de citation. Sans argument, la forme fait illusion. Elle est comme un écran de fumée, prêt à être dissipé par le moindre argument qui s'y oppose. Le fond d'abord, la forme ensuite, avec la rhétorique pour exprimer au mieux ce dont nous sommes convaincus. Enfin, je le répète, débattre n'est pas combattre. Lors de tout échange contradictoire, se déploie un mouvement intersubjectif qui engage et détermine chacun prenant part au débat. Pour avoir raison, il convient d'envisager le débat comme un rapport de sujet à sujet et non de sujet à objet, comme le suppose le sophisme. Il s'agit de confronter des lectures différentes du réel pour les accorder ensuite, avec des divergences certes indépassables, puisqu'il s'agit d'obtenir un accord et non de fusionner. N'hésitons pas non plus à employer la métaphore pour imager son discours. L'imaginaire, en effet, est bien souvent plus accessible que les seuls raisonnements sans saveur ni couleur. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à la suite de ce podcast, j'aurai plaisir à vous répondre et peut-être continuerons-nous ensemble la réflexion autour des livres.